En attendant, indiquez-nous dans la fenêtre de chat pour dire qui vous êtes et d'où vous nous appelez. Profitez aussi de ce moment pour choisir votre langue. En bas à droite de votre écran, vous voyez l'icône de MapMonde. Cliquez, choisissez le canal de votre choix et coupez le canal original. Vous avez tous besoin de sélectionner le canal de votre choix. Nous venons de vous transmettre quelques questions pour un sondage auquel nous vous demandons de répondre pendant que nous attendons que tout le monde se joigne à nous. Vous souhaitez lire ces questions en français, la traduction en français a été ajoutée à la fenêtre de chat. Et vous n'êtes pas sans savoir que les questions sont en anglais, les réponses sont en anglais et en français sur l'écran, alors que la version française et anglaise des questions elles-mêmes se trouve dans la fenêtre de chat. Merci de vous joindre à la discussion d'aujourd'hui. Si vous arrivez à peine, veuillez ajouter votre nom et le pays où vous vous trouvez dans la case de chat. Choisissez votre canal linguistique. Appuyez sur l'icône de MapMonde en bas de votre écran. Vous aurez l'option entre le canal français et le canal anglais. Choisissez le canal de votre choix et vous pouvez également couper le son audio original. Nous avons également transmis un certain nombre de questions pour un sondage. Si vous voulez lire ces questions, elles sont à l'écran. Les questions sont sur l'écran et dans la boîte de chat et vous verrez les réponses en anglais et en français sur le sondage lui-même. Les questions apparaissent maintenant dans la fenêtre de chat en langue française. Merci encore de vous joindre à la discussion d'aujourd'hui. Nous allons commencer notre débat. Je vous souhaite à tous encore une fois la bienvenue. Je suis Brittany Getz, je suis chargée de programme du projet Knowledge Success de Johns Hopkins University. Nous sommes ravis de faire partie de cette conversation, la 12e dans la série de conversations pour la connexion. Nous vous remercions de votre participation. Ceci sera également disponible sur le canal de FHI 360 sur YouTube et sur le site web de Knowledge Success. La discussion va durer environ 1 heure avec une séance de questions et réponses et il y a une interprétation simultanée en anglais et en français selon les besoins. L'ensemble de la conversation, y compris l'interprétation, sera enregistré et mis à votre disposition par la suite. Lorsque vous cliquez sur l'icône de Globe ou MapMonde qui se trouve en bas de votre écran, vous pourrez choisir le canal linguistique de votre choix et vous pouvez aussi couper le son
initiale. Vos micros seront éteints pendant toute la durée, mais si vous avez des questions pour nos intervenants, veuillez les inscrire dans la case de chat. Notre collègue Caitlin, un de nos collègues va suivre la fenêtre de chat pour voir si vous posez des questions. Alors, nous allons commencer, ou si vous joignez à nous pour la première fois, des conversations connectées est accueilli par FP360 et Knowledge Success. Nous allons organiser ces réunions toutes les quelques semaines sur différents sujets. Il ne s'agit pas d'une série de webinaires traditionnels. Nous utilisons un style plus conversationnel. Nous encourageons le dialogue et prévoyons un temps important pour les questions-réponses. Nous avons 5 thèmes pour cette série. Le premier, c'est concentré sur une compréhension fondamentale des impératifs de santé des adolescents, a commencé le 13 juillet et s'est terminé le 9 septembre. La deuxième série a commencé le 4 septembre et s'est terminée le 16 novembre. L'idée étant d'engager les parties prenantes critiques dans ce secteur. Nous sommes ravis de poursuivre cette discussion avec la manière dont on peut mettre en œuvre les approches qui sont réactives aux besoins des adolescents. Je vous présente tout d'abord Caitlin, notre animateur d'aujourd'hui. Caitlin est le directeur pour les adolescents et les jeunes. Elle travaille en étroite collaboration avec les pays de FP 2030 qui ont pris des engagements axés sur les adolescents pour faire avancer des approches fondées sur les éléments afin d'améliorer l'utilisation par les adolescents de la contraception. Elle collabore également avec les responsables pour l'engagement de la jeunesse de FP 2030 afin d'appuyer les travaux des points de contact sur la jeunesse et renforcer la capacité du secrétariat pour un engagement significatif et important de la jeunesse. Elle a 30 ans d'expérience dans la matière et je lui souhaite la bienvenue. Merci. Brittany, je suis ravie de voir tous ces participants et se joindre à nous. Nous sommes très heureux que vous soyez présents. Nous avons bien sûr un Aditi, avec laquelle j'ai travaillé très étroitement pour développer le renforcement des pratiques à haut impact, est une professionnelle de développement à New Delhi et elle est aussi coordonnatrice de la Fondation YP. Elle travaille pour renforcer les capacités des jeunes ainsi que le développement des politiques et la mise en œuvre pour les questions de la santé sexuelle et reproductive et du genre. Elle travaille avec des militants jeunes pour appuyer leur travail pour la mise en œuvre de ces programmes en Inde. Elle travaille avec les officiels du gouvernement, surtout dans le ministère de la santé et du bien-être familial. Elle travaille avec les organisations de la société civile pour renforcer la participation des jeunes dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive et le genre. Elle travaille comme point focal pour l'ODD5 ou l'égalité des genres. Elle encourage la participation des jeunes et elle a aussi travaillé pour renforcer le partenariat pour la santé maternelle et infantile avec le programme de l'ONU pour l'Asie-Pacifique. Elle travaille aussi pour des questions de l'autonomie physique, la criminalisation et les carrefours des identités allosexuelles, les droits allosexuels et la santé sexuelle. Nous avons aussi le docteur Josepha Avossé, qui est le responsable de programme régional. Elle travaille au Sénégal. Il a plus de 25 ans d'expérience pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents des jeunes en Afrique de l'Ouest. Il a travaillé à Dakar en 2018 pour l'équipe internationale Indra Health pour l'initiative The Challenge. Il est responsable de programme pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Il
a beaucoup de connaissances dans la prestation des services appropriés, la communication et la participation significative des jeunes pour la transformation de l'environnement sociopolitique. Il a un doctorat dans la sociologie de développement et un master de la santé publique. Il a 3 diplômes en épidémiologie, les statistiques sanitaires et un diplôme d'État pour être infirmier. Je l'ai rencontré à la dernière conférence pour les points focaux à Dakar et c'était une session très intéressante. Maintenant, nous avons Inongue Winachiyama qui est une conseillère principale à MSI Zambia. Elle soutient les équipes pour soutenir un accès aux contraceptifs pour les jeunes et les personnes porteuses des handicaps en assurant que ces services sont sûrs et sans jugement. Elle utilise les données probantes pour influencer les programmes et pour réduire les obstacles de politique à l'accès aux contraceptifs. Inongue a plus de 14 ans d'expérience dans la gestion du marketing et 7 ans en travaillant avec la promotion de la santé sexuelle et reproductive. En 2019, Inongue a été invité par l'Organisation mondiale de la santé pour fournir une assistance technique et pour le développement des modes opératoires standardisés pour le développement de ce mécanisme de coordination d'assistance technique pour les droits et la santé sexuelle et reproductive. Elle a suivi un cours avec le FGFRM. Elle a un MBA en marketing de l'Australie, un master des communications institutionnelles de l'Université de Zambie et elle a suivi un cours avec la Fondation genevoise. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir à cette discussion sur le développement des approches adaptées aux adolescents. Je vais commencer avec quelques questions pour nos intervenants aujourd'hui. Nous avons discuté récemment pendant les dernières sessions de comment lancer la transition pour créer ces services adaptés aux jeunes et comment avoir un système adapté aux adolescents et encourager plus d'utilisation des services. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'intention et aussi il faut comprendre les préférences des jeunes et des adolescents partout dans le monde. Donc maintenant, nous avons commencé avec ce grand concept, mais maintenant, il faut commencer à rentrer dans les détails pour comprendre que signifie-t-il vraiment d'avoir ces systèmes qui sont adaptés aux adolescents. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir une discussion avec vous pour mieux comprendre les détails et comment être mieux réactif aux besoins des adolescents. Voilà la première question. À votre avis, quelles sont les grandes différences entre une approche systématique et les approches actuelles qui sont utilisées souvent comme les coins des jeunes ou les programmes spécialisés? Je vais commencer à poser la question au docteur Josepha Vossé. Peut-être vous aimeriez parler de vos expériences avec le Challenge Initiative. C'est à vous, vous avez la parole. Vous êtes en sourdine. Est-ce que vous me recevez maintenant? Mais là, vraiment, je suis honoré et je ne savais pas que je serais le premier à être désigné pour répondre à cette question. Mais là, vraiment, c'est un honneur pour moi. Merci à tous les organisateurs qui ont bien voulu que TCI prenne part à travers IntraHealth à cette conversation. Bon, donc, la question est de savoir quelles sont les grandes différences qu'il y a entre les approches isolées, les approches coins de jeunes et les approches actuelles. Plutôt, moi, je vais inverser votre question. Les approches actuelles qui soient donc alors des approches globales ou encore des approches adaptées. Parce que je veux conjuguer au passé les approches isolées. En fait, on doit quand même commencer par reconnaître que les approches isolées comme coins de jeunes ou services dédiés aux jeunes dans des centres un peu spécialisés, quand même nous ont permis de comprendre en fait
quels sont les besoins des jeunes. Donc ça, c'est important. Donc, les approches isolées ont joué un rôle très important et vous avez utilisé l'expression transition. Donc, alors, à partir donc, de la connaissance que nous avons eue des besoins des adolescents et jeunes dans leur globalité comme dans leur diversité, nous allons donc alors aller vers des approches systémiques qui permettent la prise en charge globale des besoins des adolescents et jeunes. Bien, je vais d'abord donner un exemple. On prend l'exemple d'une ménagère qui veut préparer un banquet. Bon, elle a le choix d'aller dans un supermarché où elle peut trouver tout à acheter en même temps. Au lieu d'aller dans un autre pour acheter la viande, revenir dans un autre pour acheter les oignons, revenir encore ailleurs pour acheter donc alors les pâtes, c'est un peu à ça que ressemble aujourd'hui l'approche des services adaptés aux adolescents et jeunes. C'est que l'on regroupe toute la satisfaction, tous les services dont les jeunes ont besoin, on les regroupe tous en un seul lieu pour que lorsque le jeune y arrive, que tous ses besoins soient pris en compte. Mais lorsqu'on parle de la satisfaction des besoins, c'est question d'acteurs qui interviennent. Et donc, lorsque TCI arrive, par exemple, dans une ville, et qui veut donc alors, bon, bien sûr, c'est la ville qui demande. Et donc, si TCI arrive pour accompagner cette ville dans la mise en place des services adaptés, d'abord, la chose est vue sous deux angles. Le premier angle, c'est tous les PPS de la ville. Donc, d'abord, c'est à l'échelle complète globale de la ville, ça c'est un. Et deuxièmement, au niveau donc, du PPS, c'est tous les acteurs qui interviennent au niveau du PPS. Vous allez comprendre mieux ce que je viens de dire à travers plutôt notre stratégie qui est basée sur trois piliers. D'abord, lorsqu'on vient dans un PPS et que nous voulons donc alors aider la ville à mettre en place les services adaptés, nous faisons d'abord ce qu'on appelle orientation de tout le personnel du site. Et si je dis ça, je vais vous étonner en parlant des gardiens, des agents de sécurité, des chauffeurs, du personnel administratif ou encore des auxiliaires de santé. C'est l'autre moitié des centres de santé qui n'est pas souvent associée, alors qu'ils jouent ou influencent positivement ou négativement sur l'accès des jeunes aux services adaptés. Donc, d'abord, TCI prend en compte le global site, le site au complet et tous les acteurs qui y interviennent. Surtout, n'oublie pas les jeunes, et les associations, les relais communautaires aussi qui interviennent au niveau du centre. Eh bien, lorsque l'on arrive et que l'on fait cette orientation de tout le personnel du site, on met en place un plan de résolution donc, des problèmes liés à la qualité de l'accueil, à la confidentialité et au jugement et aux propos désobligeants ou décourageants, à la discrimination, à la stigmatisation. On met un plan en place pour résoudre donc tous ces problèmes et c'est dans chaque catégorie. Donc, même les chauffeurs, même les gardiens ont un rôle à jouer dans l'offre des services adaptés. Deuxièmement, nous faisons ce que nous appelons la formation sur la réduction des biais et ici, nous visons 5 éléments. D'abord, l'âge, le statut matrimonial, la parité, les méthodes choisies et la religion. Bien sûr qu'il y a d'autres facteurs de biais que l'on pourrait prendre en compte, mais j'ai donné quand même ces 5 exemples-là par rapport à ce que nous faisons dans les villes. On forme donc alors les prestataires sur comment offrir des services non biaisés, non sans jugement. C'est très important. Et maintenant, on les forme sur les attitudes favorables en counseling avec les jeunes. Il y a depuis 15 ans, j'ai un slogan et je vais vous donc alors donner ça ici. Si je suis en formation avec les prestataires sur le counseling, je dis souvent le counseling avec les jeunes et on me répond que c'est un autre métier. Donc, c'est un autre métier, le counseling avec les jeunes, parce que ça requiert bien d'attention que ce que nous faisons de manière ordinaire.
Et donc, nous mettons en place donc, alors, cette session de formation qui, agit sur les biais et les attitudes donc, des prestataires. Et par la suite, nous mettons en place un plan de soutien à la réduction des biais qui est composé de 4 éléments. Le premier, c'est d'abord l'auto-évaluation des prestataires de manière continue chaque mois. Après, c'est le coaching donc, de ces prestataires. Après, c'est la supervision des prestataires. Et enfin, c'est un mécanisme de reconnaissance des efforts que fournissent les prestataires pour pouvoir offrir des services sans biais. Si on fait bien le point, ça fait 2. 1, j'ai parlé d'abord de l'orientation de tout le personnel du site. 2, j'ai parlé donc de la formation du personnel sur la réduction des biais et les attitudes favorables en counseling. Et maintenant, troisièmement, nous mettons en place l'observation de la qualité des services. Ça, c'est notre pilier. C'est un des gros piliers. En fait, on a mis en place une grille qui a 5 composantes. Ça évalue les compétences spécifiques des prestataires, ça évalue les caractéristiques du point de prestataire de service, ça évalue le recueil et la prise en compte du feedback des clients adolescents et jeunes dans l'offre des services, parce que souvent, nous avons des biais. On parle des biais des prestataires, mais on ne parle jamais des biais des gestionnaires du programme. Je suis un de ceux-là, donc alors, qui transportent ces biais-là. On pense que les jeunes sont trop petits, sont trop naïfs, ne comprennent rien et que le domaine de la santé est un domaine prisé et donc alors les jeunes ne peuvent pas intervenir. C'est faux. Si nous voulons donc alors avoir des services adaptés, nous devons être courageux et impliqués. Non, s'il vous plaît, j'ai fini. Si nous devons donc alors être, si nous devons offrir, non. Si nous devons donc alors offrir les services adaptés, on doit être courageux et impliquer donc les adolescents et jeunes. Donc voilà les 3 stratégies que nous avons donc alors pour pouvoir offrir donc les services adaptés aux adolescents et jeunes. Bon, je ne sais pas, il y a bien des choses qu'on peut encore dire et les questions vont nous permettre de rentrer dans les détails. Le dernier point, si vous m'accordez une seule minute, c'est pour vous dire que lorsqu'on est dans les approches globales ou les approches systémiques, ça permet aux jeunes de faire bénéficier aux jeunes-là tous les services qui sont offerts dans le centre. Bon, on parle par exemple de l'identification des besoins de manière systématique chez les adolescents et jeunes. Les approches globales nous permettent donc alors de les offrir. On parle des journées spéciales que l'on offre au niveau donc des centres pour pouvoir donc alors rendre l'accès facile et gratuit aux méthodes contraceptives. Les approches globales nous permettent également de faire profiter les jeunes de tout ce que offrent les centres comme service pour pouvoir avoir des services adaptés. Je vous remercie. Je vous remercie, Dr Afossé. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Tout d'abord, cette notion nous offrons des services, nous commençons à tirer les enseignements de ce que nous avons fait au niveau des services dédiés à la jeunesse pour mieux comprendre le fait qu'il y a beaucoup de contexte pour les jeunes, que ce soit au niveau du service, du centre de service même, mais aussi, comme vous l'avez dit, les gardiens, les chauffeurs, les agents de sécurité, ils transitent par tous ces différents stades, ces différents niveaux avant de même rencontrer le prestataire de service. Donc, c'est vraiment très important, une évolution qu'il faut comprendre et que nous commençons à vraiment mettre en place. J'aimerais poser une question similaire à Aditi, qui travaille, je le sais, sur les services qui soient accueillants pour les jeunes. Nous avons beaucoup parlé de services qui sont plutôt conviviaux pour les adolescents, plus faciles d'accès pour eux, pour cette même raison qui est que nous voulions être perçus comme offrant une approche de service beaucoup plus concentrée sur les jeunes. Aditi, peut-être pourriez-vous nous parler un peu de cette question au niveau de la prestation des services mieux réservés aux jeunes. Merci, Kate. Merci. Je suis très heureuse de parler à cette plateforme. La manière dont nous sommes passés de services qui étaient ouverts aux adolescents à des services qui étaient plus
axée sur les adolescents, comme l'a dit Kate, cela indique une approche plus macroéconomique à la réponse aux adolescents. Une approche systémique signifie que le service au sens plus vaste a une optique adolescent, c'est-à-dire selon moi, que même si nous abordons un secteur comme la santé mentale, l'identité allosexuelle, la violence sexo-spécifique, tout ceci doit faire l'objet d'une optique adolescente. Au lieu d'examiner les adolescents comme une thématique séparée, nous incluons cette optique axée sur les adolescents dans toutes les dimensions sur lesquelles nous travaillons. Permettez-moi de vous donner l'exemple d'une approche spécialisée dont je me suis occupée. Ce sont les cliniques spécialisées pour les adolescents en Inde. Nous les appelons des cliniques conviviales pour les adolescents. Il y a eu des succès mitigés, mais en Inde, cela a été très réussi. La raison fondamentale étant le nombre limité de ressources humaines, certes mises à la disposition de ces cliniques, mais qu'elles utilisent de manière optimale. Il y a des conseillers qui s'occupent des adolescents de manière spécifique. Donc, s'il n'y a pas de conseiller dans un dispensaire ou une clinique, vous ne pouvez pas travailler. Nous avons intégré la dimension santé adolescente dans le plus grand thème de la santé, formé des médecins et des points de contact au niveau du système pour les adolescents sur la question du respect, de la manière de traiter les adolescents, de les accueillir, de les mettre à l'aise. Nous avons un volume important de ressources humaines qui sont formées pour traiter de la santé adolescente à tous ces niveaux. C'est particulièrement important quand on parle de la santé reproductive et de la planification familiale en particulier. Ce genre d'approche spécialisée complique le travail pour les adolescents et les met beaucoup moins à l'aise. Il est beaucoup plus difficile pour un adolescent d'aller dans un dispensaire où les implications sont que vous y allez pour obtenir des services de planification familiale. Alors que si vous allez dans un hôpital comme tout le monde, cette stigmatisation n'est pas là. Il y a aussi d'autres thèmes sur lesquels nous travaillons. Nous avons une politique pour la santé mentale. Il est préférable d'avoir une politique plus générale sur la santé mentale avec un volet santé mentale des adolescents. Cela permet de former les ressources dont on dispose déjà, plutôt que d'avoir une politique ou un programme réservé à la santé mentale des adolescents. Au niveau des connexions, dans certains cas, cela a bien fonctionné, dans d'autres, des succès plus mitigés. Mais je pense que pour l'avenir, il est dans notre meilleur intérêt de tirer les enseignements des ressources pour être plus efficace et d'intégrer une optique adolescente dans le système sanitaire dans son intégralité. Et en tant que décideur politique, en tant qu'ONG, en tant que responsable de la prestation des services, notre responsabilité est de nous assurer que nous prenons en compte les besoins des adolescents dans nos systèmes, que nous les y intégrons. Donc, un système réactif aux besoins des adolescents, par définition, doit répondre aux besoins des adolescents. Ce genre de système intègre également une réactivité au feedback des adolescents. Ce n'est pas toujours le cas dans le cas de systèmes qui sont ouverts, conviviaux pour les adolescents, ou les traitements mais un système qui est réactif aux adolescents, ça veut dire que l'on prend en considération leurs réactions, leur feedback, et que nous prenons en considération les questions qu'ils soulèvent. La différence entre les deux approches, encore une fois, est l'intentionnalité. C'est aussi une approche plus vaste au lieu de se concentrer uniquement sur de petites interventions et de nous engager sur des interventions ponctuelles. Je crois que c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Je ne vais pas dire que c'est facile, tant s'en faut, étant donné la situation qui existe, en particulier dans les pays à faible revenu, à revenu intermédiaire.
on est en train de leur demander de rénover leur système de fond en comble, mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des mesures progressives au lieu de… Donc, on modifie les politiques qui existent au lieu de créer de nouvelles politiques. Lorsque cela est possible, il faut conserver cela présent à l'esprit et encore une fois, avoir une optique axée sur les adolescents quand on met ces changements en place, quand on crée de nouvelles interventions afin que la santé des adolescents ne soit pas une sorte de deuxième élément qui est pris en compte ex post facto. Voilà ce que je voulais dire. Merci. J'ai eu l'opportunité de parler à un grand nombre de jeunes dans un grand nombre de contextes. Ils disent souvent: oui, je sais que le prestataire est gentil ou qu'elle est gentille, elle est bien formée, mais je n'arrive pas à naviguer tous les écueils jusqu'au prestataire parce que le garde de sécurité me regarde d'une manière qui me met mal à l'aise, ou lorsque je m'enregistre, ils ne sont pas très gentils, ou ils me critiquent parce que je suis là. C'est donc très difficile d'arriver jusqu'au prestataire de service. Il y a donc des obstacles, des défis à ce niveau-là. Donc, en ayant une approche plus systématique au niveau de chacun de ces défis, chacun de ces niveaux, je crois que cela va améliorer la prestation des services. C'est un élément important. Inongue, je crois que vous avez bénéficié d'expériences considérables à raison du travail de MSI en Zambie. À ce qui était auparavant le centre Diné. Est-ce qu'il y a eu une transition de ces programmes spécialisés à des systèmes plus intégrés à des programmes plus intégrés dans les systèmes tout entiers? Est-ce que vous pourriez nous dire la perspective de MSI et les enseignements qu'MSI a tirés de tout ceci grâce à cette transition? Merci, Kate. J'espère que vous m'entendez bien. Notre Internet est capricieux aujourd'hui. J'aimerais vous faire part de notre expérience avec le centre DIVA, comment nous sommes passés d'un centre conventionnel à un renforcement du secteur vers 2014-2015, en Zambie, nous nous sommes aperçus que le nombre des adolescents était moins important, 7% environ de la population totale que nous recevions étaient des adolescents. C'est donc beaucoup plus faible comme dimension. Nous sommes donc passés en mode recherche pour essayer de déterminer ce que recherchent les adolescentes, ce qu'ils veulent, et nous avons élaboré le centre DIVA, qui sont des dispensaires spéciaux où sont fournis des services de contraception aux filles, la cible principale étant 15 à 18 ans, et qui n'ont pas d'enfants. Le programme était bien conçu. Nous avions eu des jeunes qui étaient la face publique des centres. Nous avons bien pensé notre philosophie, nos messages, notre expérience. Il y avait les centres verts, les centres rouges, et le résultat était très encourageant. Je dirais que 98% des filles qui viennent nous voir avaient 15 à 19 ans, 50% étaient scolarisées, ce qui était vraiment merveilleux. Et 80% des filles qui venaient nous voir sont reparties avec une méthode de contraception. Ça, c'était fantastique parce que nous avons réussi à obtenir le profil que nous recherchions, c'est-à-dire ceux qui étaient toujours laissés de côté. Donc, nous avons commencé à élargir ce concept en installant plusieurs centres DIVA à Lusaka, en Zambie. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que c'était un modèle qui coûtait fort cher quand on l'amplifiait. Alors, on a commencé à dire, non, c'est trop cher, vous ne pouvez pas aller planter des centres DIVA partout dans le pays. Deuxièmement, l'amplification était impossible à réaliser, le modèle était parfait, mais il ne se développait pas. Et ça, ce sont des éléments critiques lorsque l'on parle d'impact. Il est nécessaire de gérer les coûts, de gérer les compétences et de veiller à la viabilité des systèmes. Ça n'a pas été possible à cause du modèle qui, à la base, était très cher. Donc, nous sommes repartis de zéro
pour essayer de déterminer comment intégrer les enseignements des centres DIVA dans un système gouvernemental. Quand vous venez d'un pays comme le mien, la Zambie, les services sanitaires sont avant tout assurés par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Donc, c'est eux qui voient le plus grand nombre de jeunes. Donc, pour toucher ces populations, il faut passer par les services du gouvernement et leur fournir des systèmes gratuits. Alors, que pouvons-nous extraire du modèle DIVA pour l'intégrer au système de santé publique? Donc, nous avons commencé à fournir ces services au niveau des installations gouvernementales. Au lieu d'avoir nos propres prestataires, nous avons utilisé des prestataires du gouvernement, ce qui a permis de réduire les coûts. Au lieu de créer des dispensaires spéciaux, nous utilisions les installations des services du gouvernement, ce qui a permis de réduire les frais de location de bâtiments et autres. Il nous a été possible aussi d'utiliser les produits au niveau du secteur public. Donc, autant d'éléments fondamentaux. Et lorsque l'on envisage les prêts type les dispensaires et autres, ils sont très coûteux à mettre en place, à entretenir. Lorsque nous avons essayé de procéder à des levées de fonds, nous avons reçu une contribution considérable de tous, mais en fin de parcours, le but, c'est une prestation de service. Et lorsqu'elle est intégrée dans une installation du gouvernement, les services continuent à être fournis. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous savons que c'est difficile. Je vous l'assure, c'est difficile. Mais ce qui nous a aidés, les enseignements que nous avons tirés, c'est que lorsque nous essayons d'obtenir des résultats immédiats avec les adolescents, c'est des efforts de plaidoyer de long terme, poursuivis à tous les niveaux, au niveau des installations, au niveau des districts, au niveau régional. Apprendre le plaidoyer, apprendre à privilégier la santé des adolescents. On ne peut pas avoir de résultats immédiats. Les gens disent « Oh, j'ai investi tant d'argent, je devrais avoir des résultats instantanés ». Non, il faut comprendre que cela prend un certain temps. Donc, tout ceci doit être géré. Ça a vraiment été un enseignement crucial pour nous permettre d'aller de l'avant. Nous avons un centre qui est DIVA, qui est un centre d'excellence, un centre d'éducation, de formation, où nous intégrons tous les enseignements que nous avons tirés qui sont ensuite transférés dans le secteur public. Je vous remercie. Excellente perspective du travail de MSI. J'encourage tous ceux qui participent à intégrer leurs questions dans la fenêtre de chat. Ces sections, vous le savez, ces réunions sont censées être des conversations, non seulement avec les membres du panel qui sont invités, mais avec tous les participants. N'hésitez donc pas à poser des questions dans la fenêtre de chat. La question suivante que j'aimerais poser à notre éminent groupe aujourd'hui, c'est la suivante. Lors de la dernière séance des conversations connectées, nous avons parlé de la diversité des jeunes. Nous en parlons depuis bien sûr de nombreuses années. Les jeunes ne sont pas un bloc unique, ils sont très diversifiés quant à leurs besoins, leurs expériences. Comment prendre en considération la diversité des besoins, d'après vous, lorsque l'on essaie de mettre en place une approche plus systémique? Qui aimerait essayer de répondre en premier? Y a-t-il un volontaire ou une volontaire? Le docteur Josephat a la parole. Ah, votre micro n'est pas allumé. C'est activé maintenant. Nous vous entendons, absolument. Merci. C'est que les approches dites globales ou adaptées dont on parle aujourd'hui sont fondées sur la satisfaction des besoins. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, les besoins sont vus, perçus, analysés dans leur globalité que dans leur diversité. Donc, c'est très important. Et donc, les groupes spécifiques d'adolescents et jeunes ne sont pas négligés lorsque nous prenons en charge ou lorsque nous mettons en place les services adaptés.
que ce soit des groupes de jeunes en situation de handicap ou des jeunes en situation de rue ou encore en situation de consommation de la drogue ou victimes de violences ou encore défavorisés parce que n'ayant pas les ressources pour payer donc les services. Tout est pris en compte dedans parce que justement, nous avons 5 éléments clés pour pouvoir répondre à cette question ou pouvoir donc alors prendre en compte les besoins des groupes spécifiques. Le premier, c'est d'abord l'identification systématique des besoins des adolescents et jeunes. Là, ce n'est pas seulement en matière de PF, mais dans tout, parce que les jeunes veulent avoir des paquets complets de services, et ils ont des besoins illimité, excusez-moi l'expression, c'est pour tout homme. Mais quels sont les besoins sur lesquels on peut encore intervenir? Il faut identifier et trouver les moyens pour pouvoir donc les satisfaire. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est la formation des prestataires et des autres parties prenantes sur comment prendre en charge ces besoins. Le troisième point, il faut quand même noter que les activités de création de la demande ne sont pas dissociées de l'offre des services. Lorsque nous sommes en offre des services adaptés. Bien au contraire, il y a une connexion entre et les activités donc de génération de la demande et l'offre des services pour que les références puissent être faciles entre les groupes spécifiques et les systèmes ou bien le système ou bien les services de santé. Mais également, il y a que des besoins sont hautement spécifiques. Je prends le cas des jeunes en situation de consommation de drogue où il faut faire donc alors de la désintoxication par exemple. Ça, c'est un service hautement spécifique. Et donc, alors pour ça, il n'y a que les approches adaptées proposent des stratégies avancées ou encore des stratégies mobiles pour pouvoir répondre aux besoins hautement spécifiques des adolescents et jeunes tels que ceux qui sont en situation de handicap ou encore ceux qui sont privés de liberté ou en prison. Donc, alors, les approches globales ou adaptées ou systémiques ne négligent pas les groupes spécifiques. Bien au contraire, il les prend en compte. Je donne l'exemple, par exemple, du système de coupons gratuits que l'on distribue au cours donc, alors, des interventions de génération de la demande aux groupes n'ayant pas les ressources pour pouvoir accéder aux services. Donc, tout ça est réfléchi et conçu ensemble. Lorsque nous prenons par exemple la grille dont tout à l'heure j'ai parlé, bon, on a évalué tout ça. Et lorsque l'on veut mettre en place des services adaptés, ce n'est pas juste un besoin que l'on prend comme ça, isolément, et on voit ce qu'on peut faire. Non, on prend le jeune ou les groupes de jeunes, leurs besoins, et quels sont donc les moyens que nous avons pour pouvoir donc alors satisfaire à ces besoins et on les intègre dans la stratégie. Donc voilà un peu comment ça se passe et voilà les 5 points que je venais donc de citer par rapport à ce que nous faisons actuellement en Afrique de l'Ouest francophone pour pouvoir accroître l'accès aussi bien des jeunes d'une manière générale que des jeunes de groupes spécifiques aux services adaptés de santé sexuelle et de la reproduction. Aditi ou Nangé, vous voulez ajouter quelque chose? Aditi? Oui, oui. Je pense que quand nous parlons des besoins variés, il faut nous retirer de la situation. Nous ne sommes pas touchés par la politique de la santé des adolescents. Ce ne sont pas des programmes qui sont conçus pour nous. Donc, je pense qu'il est important pour nous de parler directement avec les adolescents. Il faut créer des espaces où les jeunes puissent participer ou même contribuer au développement de ces espaces sûrs. Il faut aussi être sûr que les systèmes encouragent l'identification des besoins variés. Il faut aussi que les adolescents soient présents à chaque étape de l'élaboration d'un programme, de la conception, de la mise en œuvre, de l'évaluation.
Il faut avoir la participation des jeunes à chaque étape. Nous sommes à l'extérieur du problème, donc nous ne pouvons pas voir les besoins particuliers des personnes qui sont vraiment touchées par ces problèmes. Une autre chose à ajouter, le système actuel, en Inde au moins, ne reconnaît pas la diversité des adolescents ni des jeunes. Un système adapté aux adolescents va prendre ça en compte, mais il faut être sûr que nous reconnaissons cette diversité et que cela fait partie des structures elles-mêmes. Donc, avec les programmes de politique, il faut reconnaître la diversité des adolescents et il faut tout définir avec des mots très clairs et explicites. Il faut le faire pour tous les adolescents. Mais il faut reconnaître, on ne parle pas de tous les adolescents quand on utilise cette phrase. On essaie d'utiliser un système qui est plutôt normalisé. Si vous ne faites pas partie de ces normes ou de cette structure, on ne va pas répondre à vos besoins. Donc, il faut éliminer les obstacles pour les adolescents qui ne sont pas, qui ne se trouvent pas dans ce modèle. Notre rôle en tant que décideurs et personnes qui travaillent dans ce secteur est d'analyser ces obstacles et de penser à comment les éliminer pour encourager plus d'accès. Je pense que quelque chose que nous n'avons pas encore discuté est l'utilisation des données. Une fois que nous avons de meilleures données ou plus d'informations venant des adolescents, voilà comment nous pouvons développer de meilleurs programmes. Pour l'instant, nous avons les méthodes pour faire la collecte des retours, des rétractions. Il faut faire la collecte des données et aussi de désagréger ces données. Et avec ceci, on aura de meilleures rétractions de la part des adolescents. Pour l'instant, nous avons quelques points de référence des besoins des adolescents. Mais voilà les 3 idées que je voulais présenter. À part cela, je suis d'accord avec le docteur Joseph Abossé. Merci Inongue. Merci Kate. Je suis d'accord avec mes 2 collègues, mais j'aimerais ajouter quelque chose. J'aimerais parler au nom du MSI. Nous avons une approche qui est la conception axée sur les êtres humains. Cette conception l'idée est de travailler avec les personnes pour lesquelles vous créez un système. Il faut que ces personnes soient impliquées dans les étapes de conception. Nous travaillons avec les jeunes. Nous encourageons les jeunes à participer à la conception, à la mise en œuvre, à l'évaluation. Donc, ceci est essentiel. Comme chaque intervenant a dit, une fois que les adolescents commencent à vous parler de leurs idées pour la mise en œuvre, vous allez réussir. Au lieu de nous demander, bon, si vous pouvez donner un cadeau à Enongue, vous n'allez pas savoir ce que je veux sans me parler. Il faut me parler pour mieux comprendre, voilà le cadeau qu'Inongue veut recevoir. Il faut parler avec les adolescents pour comprendre leurs besoins. Il faut avoir ces discussions avec les jeunes pour avoir et pour développer des services dont ils ont besoin. Si nous parlons du renforcement des systèmes, il faut aussi impliquer les personnes qui travaillent dans ce système. Si vous voulez intégrer quelque chose dans un système, il faut parler avec les personnes qui travaillent déjà dans ce système. Donc, nous utilisons cette conception axée sur les humains pour parler avec les représentants du gouvernement pour mieux comprendre comment travaillez-vous, qu'est-ce que vous faites, que faut-il changer dans le système pour rendre quelque chose fonctionnel. Nous parlons avec des prestataires, nous parlons des capacités dans le système, nous identifions les éléments et nous développons des formations
pour ceux qui travaillent déjà dans le gouvernement. Nous essayons de parler avec les prestataires et avec les jeunes. Et après, les jeunes auront confiance dans les prestataires. Nous essayons de trouver des moyens de renforcer la confiance. Et avec ceci, les jeunes feront plus confiance aux représentants du gouvernement et vice-versa. Nous avons aussi développé des cliniques pour des jeunes. Nous avons des coins des jeunes. Avant, tout a été focalisé sur le VIH. Mais nous avons compris que ce n'était pas une approche holistique. Nous avons essayé d'élargir nos approches. Le VIH, le SSRIJ, la nutrition. Nous avons intégré plusieurs services dans ces systèmes. Encore une grande question est comment travailler avec les personnes porteuses des handicaps. Ce sont des personnes avec une sexualité. Le handicap n'empêche pas le développement de la sexualité. Il faut reconnaître cela. Il faut aussi reconnaître que ce sont des adolescents et comment présenter des services aux personnes porteuses des handicaps. Encore une chose qui est important à discuter, la différence entre les adolescents en zone rurale et en zone urbaine, parce qu'il y a de grandes différences, parce que ces jeunes sont entourés par des communautés différentes. Il faut développer des interventions pour les secteurs urbains et les secteurs ruraux. Il faut analyser il faut analyser les discussions que les jeunes auront avec les autres membres de la communauté et comment adapter les services aux communautés différentes. Il faut créer un environnement sans jugement où les jeunes auront besoin de chercher les services, d'avoir accès aux services. Il faut développer de meilleurs systèmes parce que même si on peut mettre un système, si l'environnement n'est pas propice au soutien des services, nous n'allons pas réussir. Merci. Merci beaucoup, Inongé. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur MSI, les centres des données et comment vous avez réalisé cette transition entre le secteur privé vers le secteur public. J'ai vu une question. Comment est-ce que les professionnels de santé, comment est-ce qu'ils répondent aux nouvelles approches que vous êtes en train d'introduire, parce que nous entendons souvent des préoccupations par rapport au biais des prestataires. Mais souvent, les prestataires aimeraient bien réussir, faire bien leur travail, mais ils ne savent pas comment se faire. Donc, nous aimerions bien savoir comment vous travaillez avec les prestataires pour s'attaquer au biais. Et après, je vais demander à Edith et au docteur Josepha de répondre aussi. Mais d'abord, Inongé. Oui, merci. Nous faisons beaucoup de travail de plaidoyer pour notre travail. Ce n'était pas tout simplement de dire oui, voilà la conception, nous allons tout présenter au secteur public. Il fallait faire beaucoup de plaidoyer au niveau du district, au niveau national, au niveau régional. Si nous avons des problèmes avec le gouvernement qui ne veut pas accepter des changements, il a fallu faire du travail pour les faire accepter. Nous avons regardé les lignes directrices du gouvernement par rapport aux santé des adolescents. Nous avons essayé d'analyser les objectifs du gouvernement. Nous avons dit, voilà les objectifs que vous avez. Et nous présentons un meilleur moyen de réaliser ces objectifs. C'était quelque chose qui a vraiment marché, mais c'était une présentation plutôt générale. Après, nous disons que le gouvernement devrait participer dans les discussions. Le gouvernement devrait même être à la tête des transformations. Souvent, il y a des organisations de société civile qui disent nous savons tous, nous sommes des experts, nous pouvons tout faire. Mais en fait, il faut impliquer le gouvernement dès le début. Deuxième chose, la formation et le renforcement des capacités avec les prestataires. Parfois, les prestataires pensent qu'ils sont en train d'aider, mais en fait, ils peuvent devenir des obstacles eux-mêmes. Il faut avoir les formations pour transformer les attitudes pour les prestataires publics. Nous avons commencé à travailler avec ces prestataires publics.
Et nous avons présenté des formations de comment changer les attitudes. Et il faut être sûr que les prestataires n'ont pas les attitudes qui représentent des obstacles. Nous ne disons pas qu'il faut changer une personne, mais qu'il faut se retirer de la situation pour mieux comprendre la personne qui veut recevoir des services. Il faut changer les attitudes que vous avez depuis 40 ans, depuis 50 ans. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà ce qui est acceptable pour les jeunes, mais c'est plutôt une formation pour transformer les idées. Ceci a vraiment aidé à assurer que les prestataires puissent se poser des questions, se questionner par rapport à leurs attitudes et leurs biais. Cependant, je pense que quelque chose que nous avons fait pour assurer ces changements est d'avoir des champions à tous les niveaux. Donc, au niveau national, nous avons notre champion qui est le directeur de la santé des adolescents. Et nous avons des champions au niveau régional, au niveau du district. Nous avons des champions qui sont là pour soutenir la santé des adolescents. Nous avons des champions au niveau des systèmes aussi. Donc, avec ces champions, nous avons des alliés à tous les niveaux. Nous avons créé des formations pour ces champions et nous avons travaillé avec eux pour présenter nos idées de voilà ce que nous faisons, voilà comment nous pouvons regarder les données, les résultats, les innovations et pour déterminer comment mieux faire. Il faut encourager ces conversations pour faire fonctionner ces changements. Comment est-ce que cela fonctionne? Il faut avoir ces conversations avec tous les niveaux de gouvernement. Et il faut présenter que nous travaillons tous pour réaliser les mêmes objectifs. Merci. Merci Inongue et Aditi. J'aimerais bien avoir vos perspectives de la Fondation YP, juste pour vous dire que nous arrivons à la fin de notre session, mais si vous pouvez rester quelques minutes, nous allons demander à Aditi de répondre et après au docteur Avossé. Donc, je vais essayer d'être très bref. Un des grands défis auxquels nous sommes confrontés, les prestataires ne savent pas à quoi ressemblent les traitements respectueux et sans jugement pour les services de santé reproductive. Donc, quelque chose que nous avons fait avec notre projet pour encourager l'accès est d'aller organiser des discussions avec les jeunes, un groupe de jeunes, pour les demander à quoi ressemblent les bons traitements aux cliniques ou chez le médecin. Nous avons après développé des mesures pour identifier les bons traitements et les services. Et après, nous avons développé un modèle de respect pour les prestataires. Voilà un moyen de voir à quoi ressemble l'adaptation aux jeunes pour une communauté. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons utiliser partout. Mais comme j'ai dit, et je vais répéter, il faut impliquer les jeunes dans la conversation. En tant que prestataire de services et décideur, il faut comprendre quels sont les services adaptés aux jeunes, quels sont les services respectueux. Mais il faut comprendre tout ceci de la perspective des jeunes. Je pense aussi qu'il faut parler de la redevabilité, des responsabilités, parce il faut après retourner voir le gouvernement pour dire voilà les données, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui ne fonctionne pas. Je vais parler du Chili qui nous a montré un grand succès. On a parlé des responsabilités des parties prenantes. Le gouvernement a travaillé avec des organisations. On a créé un conseil pour parler des questions de la santé sexuelle et reproductive des adolescents. Souvent, ce conseil travaille pour des questions de santé sexuelle et reproductive, mais ce conseil
discute d'autres questions aussi. On a des représentants du ministère de la Santé chilien et aussi des jeunes ainsi que des organisations. On parle de ce qui fonctionne et ce qu'on devrait faire pour améliorer le système. Donc, c'est une version directe des questions de responsabilité. Donc, les jeunes peuvent aller parler directement au gouvernement pour dire voilà ce qui ne fonctionne pas, voilà ce qu'il faut réparer. On a vu une réduction de 51% des jeunes mères et je pense que cela représente un moyen de répondre plus aux besoins des jeunes. Voilà quelque chose que le gouvernement a fait. Donc, il faut assurer la participation significative des jeunes dans chaque conversation. Bon, OK. Merci. Bon, en temps, la traduction en français n'a pas suivi, mais je crois quand même que j'ai saisi l'essentiel de la question. D'abord, je vais préciser que TCI intervient dans les villes et sur leurs propres demandes. Et une fois nous arrivons, nous accompagnons la ville, que ce soit donc alors le système de santé ou les parties prenantes, notamment la municipalité, les jeunes, nous les accompagnons donc alors à implémenter les services adaptés. Donc, et j'avais rappelé que nous avons trois principales stratégies, notamment ou approches, notamment l'orientation de tout le personnel du site et la formation des prestataires sur la réduction des biais et maintenant l'observation de la qualité des services. Maintenant, revenant sur la formation sur la réduction des biais, nous faisons ce que nous appelons le colloque de vérité. Et à ce colloque de vérité, on fait la clarification des valeurs. Donc, il y a les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles. Comment ne pas mélanger les deux? Parce que nous sommes soit pasteurs ou prêtres, épouses de prêtres, excusez-moi l'expression, hein, épouse de pasteur ou de l'imam ou la sœur de ci ou de ça. Et donc, nous sommes parents. Et donc, alors, nous étions tout de suite à la maison et on vient tout de suite encore au service et on rencontre un jeune qui peut être notre enfant. Donc, on n'arrive pas à faire la part des choses. Donc, alors, on aide les prestataires à faire ce que nous appelons la clarification des valeurs pour savoir qu'il y a une différence entre les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles. Deuxièmement, comme l'ont dit mes deux prédécesseurs, il y a la participation des jeunes qui est l'élément capital. C'est capital. Et TCI en Afrique de l'Ouest francophone fait la promotion donc, des jeunes leaders transformationnels et dans toutes les villes, ils participent à toutes les étapes de la mise en œuvre des actions, surtout même au niveau des centres de santé, parce qu'on pense que les jeunes n'ont rien à dire dans l'offre des services, alors que c'est faux. Mais nous avons notre joker, c'est le coaching. Comment accompagner, comment est-ce que nous accompagnons le gouvernement local, c'est-à-dire le système de santé ou et les autorités municipales, y compris les jeunes, comment est-ce qu'on les accompagne à s'approprier les outils et les approches pour pouvoir mettre en place les services adaptés. Donc, alors, le coaching est l'un des éléments fondamentaux de notre stratégie pour pouvoir donc alors faire et implémenter les services adaptés. On a encore d'autres outils. Je vais donc parler de ça rapidement. Il y a d'abord ce que nous appelons l'évaluation de la qualité et de la durabilité des interventions à haut impact. Donc, c'est un outil qu'on appelle le ROIS. Et donc, cet outil nous permet donc alors de voir dans quelle mesure chacun joue son rôle. Et ça nous permet donc alors d'aller vers l'institutionnalisation donc des approches. Mais l'autre outil dont je voulais vous parler, c'est la redevabilité citoyenne. Nous faisons donc alors de l'évaluation selon la méthode de scorecard et on met ensemble jeunes, responsables du système de santé, prestataires, autorités municipales, leaders communautaires, comités de gestion et on fait la reddition des comptes. Tu avais dit que tu vas faire ceci avant. Maintenant, est-ce que tu as fait? Si oui,
D'accord, où est ça? Sinon, pourquoi? Donc, alors, on fait ce que nous appelons la réduction des comptes. Et maintenant, comment on va évoluer pour pouvoir trouver, donc, alors, solution à nos problèmes? On en discute. Maintenant, il y a 2 points qui restent. Ça va prendre juste une seule minute. Il y a ce que nous appelons les outils d'aide à la responsabilisation que nous mettons en place. Nous faisons la photocopie, on fait les tableaux sur les droits des clients que l'on pose dans toutes les salles et que les prestataires regardent tout le temps. Deuxièmement, on fait, il y a ce que nous appelons la charte des prestataires. Donc, c'est un engagement que les prestataires prennent pour dire qu'ils vont respecter la confidentialité, ils ne vont pas insulter les jeunes, il n'y aura pas de propos désobligeants, il n'y aura pas de la discrimination fondée sur des jugements de valeur. Et donc, alors, on pose ces panneaux ou chartes dans les centres pour toujours attirer leur attention sur le fait que, attention, nous sommes là pour offrir des services et prévenir le risque, et non donc alors pour faire passer nos valeurs personnelles, socioculturelles et autres. Enfin, le dernier, mais pas le moindre, c'est l'utilisation des données pour la prise de décision. Nous accompagnons les villes, d'abord, à collecter les données désagrégées selon l'âge et le sexe. C'est très important. Et deuxièmement, on les accompagne à examiner ces données de manière périodique à l'échelle du PPS, c'est-à-dire du centre de santé, à l'échelle du district, à l'échelle de la région et même à travers des instances qu'on a eu à mettre en place qu'on appelle les unités techniques de gestion ou encore les comités conjoints de pilotage. Donc voilà un peu ce qui se fait pour pouvoir d'abord plus responsabiliser les prestataires et aider les villes à mettre en place les approches globales. Donc vous avez compris que mettre en place une approche globale n'est pas une seule intervention, mais c'est plusieurs interventions savamment construites ou constituées. C'est un paquet donc, alors, qui permet donc, alors, de faire avancer, surtout par rapport aux besoins des adolescents et jeunes, c'est-à-dire la satisfaction de leurs besoins. C'est ça, la levée des obstacles. On a parlé donc des obstacles structurels, des obstacles socioculturels et des obstacles individuels. Si les services adaptés n'arrivent pas à aider à lever ces obstacles, ils ne sont pas des services adaptés. Donc, les services sont seulement adaptés lorsque ça nous aide à lever ces obstacles et permettre aux adolescents et jeunes d'avoir leurs besoins satisfaits. Et les besoins sont très divers et on doit donc alors en tenir compte. Tenir compte des jeunes dans leur globalité et dans leur diversité, c'est l'une des clés. Je voudrais bien continuer, mais il y a que l'heure avance. Je vais d'abord m'arrêter à ce niveau-là. Merci infiniment, Dr Josephat. Merci à tous les intervenants de ce matin. Enongue, Aditi, je suis désolée que nous n'ayons pas pu répondre à toutes les questions dans la fenêtre de chat. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'informations sur la manière dont vous mettez ces programmes en place, quelles sont les opportunités, les défis. Je suis personnellement très heureuse de voir que nous nous éloignons de ces approches isolées de centre de la jeunesse et que nous voyons l'intérêt d'améliorer la qualité des services et de les fournir par l'entremise du secteur public, puisque ça reste le principal prestataire de services dans le pays et dans le monde. Et c'est là que les jeunes pourront le plus souvent se procurer des services. Une dernière remarque, une observation a été faite. Nous avons parlé de l'amélioration de la capacité des systèmes de santé pour qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des jeunes. Nous devons aussi conserver présente à l'esprit la dimension multisectorielle de ces besoins des jeunes pour aider les systèmes de santé à se connecter à ces autres systèmes dans le contexte de la communauté. Système d'éducation, système d'emploi, système de distraction, de sport, de culture. Il faut bien comprendre que tous ces systèmes doivent opérer comme les roues d'une même machine avec des mécanismes d'aiguillage les uns entre les autres. Cette séance a été enregistrée, elle sera postée sur notre site web. Je suis désolée, encore une fois, que nous n'ayons pas pu répondre à toutes les questions. Merci à tous de votre participation. Je vois que vous êtes pratiquement tous restés ce matin au-delà de l'heure prévue à l'origine pour la fin de la réunion. Nous aurons une autre session pour
sur cette question le 29 avril où nous évoquerons la manière dont nous travaillons avec les systèmes de santé pour qu'ils évoluent alors que les jeunes grandissent et leurs besoins changent. Merci à tous de votre participation, de vos questions et nous nous réjouissons de vous retrouver d'ici quelques semaines. Bonne fin de journée à tous.